Chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bonjour à Jean-Pierre Page. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de réaliser cet entretien vidéo dans le cadre justement des vidéos que réalise Initiative communiste, le journal du pôle de Renaissance communiste en France, dans le cadre de la commémoration du centenaire de Congrès de Tours. Alors, Jean-Pierre Page, Jean-Pierre, tu es très bien placé pour parler justement de ce centenaire, puisque non seulement tu as été membre du comité central du PCF, Parti communiste, mais également responsable du département international de la CGT. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que tu disposes non seulement d'un passé, d'un vécu, et de surcroît d'une combativité toujours d'actualité, puisque tu as notamment tu as écrit un certain nombre d'ouvrages, dont l'un des plus récents, justement, s'intitulait CGT pour que les choses soient dites, où tu évoques donc un petit peu ce qu'est devenu la CGT dans sa funeste évolution, en tout cas au niveau de la direction nationale. Alors, je te remercie beaucoup pour avoir accepté cet entretien et j'aurais une première question à te poser parce qu'effectivement, c'est le centenaire de ce congrès de Tours. Décembre 1920, fondation de la SFIC, la section française de l'Internationale communiste. Quelle place ont occupé justement les syndicalistes à ce moment-là dans la création de cette SFIC? Quels sont les liens qui existent finalement entre ces deux tendances? Ouais, évidemment, Tours est un événement historique, pas seulement pour le parti lui-même, je pense, et pour l'histoire nationale, pour même l'histoire internationale, car je crois qu'il y a très très peu de partis, ou même en tous les cas en France, je n'en vois pas d'autres que le Parti communiste, qui peut présenter une telle histoire, un tel bilan depuis 1920. Voilà. Bilan, je crois, par le rôle qui a été joué par le parti et bien sûr au sein de ce parti par les syndicalistes de la CGT-U de l'époque, puis de la CGT, le rôle a été joué par eux dans l'affirmation d'un certain nombre de principes et d'idées qui ont beaucoup structuré depuis 1920 le combat du monde du travail, le combat des salariés, le combat d'un peuple pour la justice sociale, pour l'indépendance, pour la souveraineté. Et toujours, et je crois que c'est une dimension qui a aussi fait la singularité du mouvement communiste en France, c'est par un internationalisme que je dirais particulièrement conséquent. Bon, on sait qu'en 1920, le parti est né de la Première Guerre mondiale et de l'opposition à cette guerre impérialiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est de noter que dans la foulée, c'est organisé, c'est structuré une action importante au niveau international à l'époque qui unissait, qui rassemblait le jeune parti communiste, la CGT unitaire qui était née de la scission en 21 de la Confédération générale du travail, qui elle avait fait le choix de l'union sacrée pendant la Première Guerre mondiale et d'intellectuels, je pense en particulier aux surréalistes, qui ont joué ensemble un rôle tout à fait essentiel sur le plan politique dans la dénonciation de la guerre du Rif en 1925 ou encore dans le combat commun avec les travailleurs de la Ruhr. Ce sont des événements qui ont beaucoup marqué la naissance, les débuts, je dirais, du communisme en France et qui s'est prolongé par la suite dans le rôle qui a été celui du parti et de la CGTU, puis de la CGT, dans l'émergence du Front populaire, dans la réalisation
du Front populaire, puis dans les combats de la résistance, puis dans les avancées sociales, puis dans le combat anticolonialiste, etc. C'est-à-dire que c'est une histoire très prestigieuse. En tous les cas, elle est vue comme ça par beaucoup de gens à l'étranger et qui est indissociable, je dirais, de l'histoire de notre pays. Donc, si on pouvait se poser la question de savoir si la décision qui fut prise à Tours de rompre d'une façon définitive et claire avec les compromissions qui étaient celles à l'époque du socialisme français, moi, je crois qu'on pourrait répondre tout à fait par l'affirmative. Oui, la décision était particulièrement juste. Alors, évidemment, il y a eu des succès, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites aussi, et il y a eu des reculs. Et nous vivons, je crois, une période de notre histoire qui montre, même si on dit que l'histoire ne se répète jamais, mais qui montre quand même des similitudes avec la période historique que l'on a connue donc, en 1920, qui évidemment n'était pas indifférente à la place et au rôle, à l'écho de la Révolution d'octobre. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés donc dans les conditions d'un combat de classe qui est particulièrement aigu et acharné, à des questions qui sont, je dirais, assez voisines, à savoir quelle doit être la force politique, la force communiste dont on a besoin pour opérer la rupture avec ce système criminel qu'est le système capitaliste et dont on voit tous les jours qu'il est arrivé à ses limites. Voilà. Je te remercie pour cette réponse qui d'ailleurs est très intéressante dans la mesure où elle permet d'établir, et tu viens de le dire, un parallèle, plus qu'un parallèle, une analogie très importante entre 1920 et 2020, puisque à t'entendre, et ce sera un peu l'objet de la question suivante, il y a la nécessité, dans le fond, de reconstruire un grand parti communiste, un petit peu comme cela s'est passé en 1920, et serait-on tenté d'ajouter sur des bases franchement communistes, c'est-à-dire marxistes-léninistes. Penses-tu que nous avons besoin de ça justement aujourd'hui, en 2020, par rapport à ce capitalisme mortifère dont tu parlais à l'instant? Ça, le besoin objectif est évident et indiscutable. Indiscutable. J'ajouterais même que cela vaut sur le plan politique, sur le plan de la nécessité d'un parti révolutionnaire, d'un parti communiste qui se prononce clairement pour le socialisme, un parti marxiste, oui, léniniste, certainement, et aussi un mouvement syndical qui soit non pas dépendant de ce parti, parce que dans l'histoire du mouvement ouvrier français, et c'est ce qui faisait aussi sa singularité, que Lénine d'ailleurs avait admis et reconnu quand il s'est agi de discuter à l'époque des 21 conditions de l'adhésion à la Troisième Internationale, on sait qu'on a fait une exception en quelque sorte pour le Parti communiste français parce que l'histoire du syndicalisme en France, et notamment du syndicalisme révolutionnaire, faisait que le syndicat était très attaché à son indépendance et à l'affirmation par lui-même de ses objectifs de changement de société et de rupture radicale avec le système capitaliste. Voilà. Alors, il y avait une tradition dans le parti, enfin une tradition, il y avait comme une expression plutôt dans le parti qui disait il faut que le mouvement ouvrier marche sur ses deux jambes. Voilà. Ça voulait dire le parti et le syndicat. Le parti et le syndicat parce qu'ensemble, ils défendent, je dirais, un patrimoine commun, une communauté de principes qui sont ceux de la lutte des classes. Et comment le voisinage, ou en tous les cas l'action
souvent commune, parallèle ou commune entre la CGT et le Parti communiste tenait au fait qu'il ne s'agissait pas d'un rapport sous forme, selon l'expression qu'on connaît, de courroie de transmission, mais parce que justement, on appréhendait la réalité à partir de principes de classe. Et donc, très naturellement, les deux organisations se retrouvaient sur un même terrain. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué dans un sens qui n'est pas tout à fait celui qui correspond aux nécessités, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve ça d'ailleurs assez paradoxal parce que on est dans une situation où un grand nombre de gens, très majoritairement d'ailleurs dans notre pays, font l'expérience et considèrent à partir de cette expérience que le système dominant dans lequel nous vivons, le système capitaliste, libéral, de marché, c'est un système qui fait la démonstration, on le voit à travers malheureusement l'épidémie, mais la démonstration de son incapacité à répondre aux besoins immédiats, mais aux besoins aussi plus fondamentaux qui touchent au devenir de l'humanité. On pourrait parler de nombreux sujets, qu'il s'agisse de l'environnement, de la paix, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'énergie, etc., etc. Et bien sûr, et avant tout, des enjeux de justice sociale. Bien, donc ce système est incapable et beaucoup de gens le constatent et le disent. En même temps, ils s'interrogent beaucoup sur les solutions, sur les issues, les réponses qu'on peut apporter. Et il est évident que l'impasse dans laquelle se trouve le Parti communiste que l'on connaît, enfin actuel, mais aussi l'impasse sur le plan syndical dans laquelle se trouve le mouvement syndical, dont la CGT, c'est impasse que je dirais, pour simplifier peut-être, mais d'impasse réformiste, c'est-à-dire d'accompagnement, d'adaptation, de partenariat, comme on a l'habitude de dire, de partenariat social avec le patronat, c'est-à-dire avec l'adversaire de classe ou avec les grandes institutions européennes ou internationales. Toute cette démarche ne peut pas apporter des réponses concrètes à ces besoins et ces aspirations, à cette disponibilité. Parce que moi, ce qui me touche, ce qui me frappe beaucoup et que je constate dans les discussions que je peux avoir, c'est qu'il y a une grande disponibilité des gens, des travailleurs. Ils veulent comprendre. Tout le monde voit bien que ça ne marche pas, le système dans lequel on est. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, si, pour la petite oligarchie mondialisée. Pour eux, ça marche très très bien. Les profits ne se sont jamais aussi bien portés, y compris dans le contexte de l'épidémie. Mais pour la masse des gens, pour la grande masse des gens, pour les 99% des gens, pour les peuples dans le monde, là, ce sont les vraies questions et on a besoin d'y apporter des réponses. Alors, je dis paradoxe parce que d'un côté, il y a l'aggravation de la crise systémique et d'un autre côté, il y a cette disponibilité. Le problème, c'est que la force qui devrait, en quelque sorte, prendre l'initiative, conduire la lutte et la bataille pour des changements véritables en rupture avec le capitalisme, avec le système dominant, le système impérialiste dominant, eh bien, cette force-là fait défaut. Et c'est bien ça le problème. Donc, je crois qu'on est dans une situation à haut risque, mais en même temps, nous sommes dans une situation où il y a des opportunités. Et donc, il y a un espace. Et je crois que ça serait totalement irresponsable pour des révolutionnaires, pour des gens qui se considèrent comme des révolutionnaires, de ne pas prendre l'initiative d'occuper cet espace qui existe. Et donc, je crois que c'est ça qui est à l'ordre du jour. L'enjeu, c'est celui-là.
Tu as tout à fait raison de le signaler parce qu'on sait que de nombreuses forces, dont le PRCF, se mobilisent justement pour essayer d'œuvrer à la hauteur des moyens dont dispose chaque force à cette reconstruction. Hein. Tu le signales bien, à la fois d'un grand parti communiste et puis de la CGT, comme tu le dis. Et en ce sens, alors tu m'arrêteras si je dis une erreur, je crois que c'est en 2022 d'ailleurs, a lieu le prochain congrès donc national, je crois que ce sera le 53e du nom de la CGT. C'est bien cela. 2022? Oui, 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 c'est ça. Oui. je Ah oui, crois. c'est ça. 53e, oui, oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Et alors, justement, 2022 donc, va être une année très riche entre l'élection présidentielle, entre ce congrès donc, de la CGT, et puis à l'automne 2021 aura eu lieu le 39e congrès du PCF. Si on recentre d'ailleurs sur les questions syndicales, parce que là, tu as souligné le problème majeur, on a pu voir au moment de l'épidémie, enfin au moment de, on est encore dans l'épidémie, mais par exemple dès le mois de mars, qu'une déclaration en faveur de la priorité accordée au dialogue social avait été signée par la direction de la CGT, notamment avec la CFDT, FO, etc. On voit bien cet affrontement, ce que tu disais, entre un syndicalisme de classe et de masse d'une part, et puis d'autre part, cette espèce de syndicalisme d'accompagnement qu'on peut même pratiquement qualifier de contre-réformiste dans le fond, puisque tout ce qui est adopté ne fait que détruire tout ce qui a été conquis de haute lutte. Comment vois-tu, en vue de ce futur congrès, justement, la situation, les tendances et peut-être les bonnes surprises éventuelles qui pourraient avoir lieu dans la reconstruction de ce syndicalisme de classe et de masse? Comment vois-tu la situation? Moi je pense que nous devons être absolument disponibles. C'est-à-dire, on vit une situation très complexe, certes, très mouvante, hein, et où des circonstances inédites ou inattendues peuvent intervenir et qui exigent ou exigeront ou exigeraient que l'on soit en situation et être capable d'assumer nos responsabilités. Voilà. Alors, je crois que si on se livre à une analyse objective des tendances dans lesquelles s'inscrit bon, le syndicalisme d'une façon générale, celui de la CGT en particulier, je parle principalement du rôle qui est joué, de l'action qui est jouée à travers le rôle de la direction de la CGT, ben, il faut bien constater que bon, c'est un échec. C'est un échec après un échec. Depuis plus de 25 ans, je dirais, il n'y a eu aucun acquis social significatif. Toutes les batailles ont été menées sur la défensive. Or, la question qui se pose, c'est pour le mouvement syndical et pour la CGT de prendre l'offensive. Mais on ne peut pas prendre l'offensive en étant un jour ici, un jour là, sans stratégie et sans objectif clair. Et ces objectifs ne peuvent être que des objectifs en rupture avec le système actuel et avec les politiques qui sont suivies à partir de là par le gouvernement, les institutions européennes notamment. Bien. Et or, le choix qui est fait est d'essayer d'aménager en quelque sorte d'aménager les choses. Il n'y a aucune perspective dans cette direction. Donc, pour le mouvement syndical, il s'agit de se réorganiser, je dirais, à partir d'une attitude beaucoup plus résolue, à partir d'une attitude beaucoup plus déterminée et qui soit capable de poser l'ensemble des questions. Et l'ensemble des questions, quelles sont-elles? C'est bien sûr l'action immédiate pour les revendications, pour faire progresser la justice sociale. Je crois d'ailleurs que la démonstration est souvent faite, que les moyens existent pour cela. On a besoin de victoires en ce sens. On a besoin de victoires parce que des victoires sociales contribuent à donner du sens et de la crédibilité à l'action collective. Mais si on a besoin de mener ce combat-là, on a aussi besoin
de mener le combat pour le changement de société. C'est-à-dire on ne peut pas dissocier la lutte pour une rupture avec le système capitaliste et les politiques qui sont suivies si on ne mène pas dans le même temps le combat pour la transformation radicale de la société et pour un projet socialiste. Alors, quand je dis assumer nos responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où, indépendamment des orientations qui sont prises par la direction de la CGT, dans quelques domaines et sur quelques sujets que ce soit, ça va des questions sociales aux questions européennes ou internationales, où on assiste à un alignement complet, pour ne pas dire que les positions défendues par la direction de la CGT sont parfaitement compatibles, sont devenues parfaitement compatibles. Rien ne différencie plus les positions défendues par la direction de la CGT et celles de la CFDT. C'est clair. Faut quand même, on peut prendre quelques sujets que ce soit. C'est un fait. Donc, je crois que le moment est venu, et c'est d'ailleurs ce qui se fait déjà, d'assumer indépendamment des responsabilités. La CGT n'appartient pas à la direction de la CGT. La CGT, elle appartient à ses syndicats. Le congrès national de la CGT, quand il a lieu, c'est le congrès des syndicats. Ce n'est pas le congrès des structures de la CGT, qu'elles soient des fédérations, des départements, des régions, etc. C'est le congrès des syndicats. C'est eux qui doivent décider. C'est eux que l'on doit entendre. Alors, il faut assumer ses responsabilités indépendamment de la direction. Bien, ça veut dire concrètement prendre des initiatives. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et je trouve que c'est particulièrement encourageant. Je prendrai 3 exemples récents. Le premier, c'est l'initiative qui a été prise et relayée par plusieurs organisations au niveau départemental et au niveau des fédérations, d'organiser, c'était courant octobre, la marche de l'emploi et de la dignité qui a circulé à travers toute la France depuis les Bouches-du-Rhône jusqu'à Paris et qui s'est conclue à Paris par une grande manifestation qui a eu lieu, dans laquelle d'ailleurs on a retrouvé également les travailleurs sans papier, des Gilets jaunes et d'autres forces. Et de cette initiative qui non seulement n'a pas été soutenue, mais qui a été fortement critiquée par la direction de la CGT, alors qu'il s'agissait d'organisations, y compris très significatives, qui étaient impliquées, je pense, aux unions départementales des Bouches-du-Rhône, du Val-de-Marne, du Cher, du Tarn-et-Garonne, et des fédérations aussi significatives que la Fédération des industries chimiques, le commerce, l'énergie, etc. Dans la foulée donc de cette action, a été organisée à Martigues, à la fin du mois d'octobre, une assemblée tout à fait significative, et par sa participation d'abord, puisqu'il y avait réuni plus de 400 militants, dirigeants syndicaux de toute la France, qui ont discuté justement sur cette question, c'est comment assumer nos responsabilités dans les circonstances actuelles en prenant des initiatives concrètes d'action et en menant aussi le débat d'idées, c'est-à-dire en faisant la clarté, la nécessaire clarification. Bon, par exemple, quand nous parlons de 1920 du congrès de Tours, je pense qu'il y a une dimension très très importante qui est celui du besoin de clarté et de clarification qui a été conduit par ceux qui sont devenus les fondateurs du Parti communiste de l'époque. Hein. Bien. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, qu'on voit d'ailleurs dans le manifeste communiste de Marx et Engels, c'est la nécessité de mener le combat de la clarification, de la clarté. Lénine a fait de même avant, mais pendant et après
octobre. Voilà. Donc, je reviens à mon propos. Après cette assemblée de Martigues, il va y avoir de nouvelles initiatives qui seront prises et j'ai comment noté ces jours-ci l'important appel de la fédération des syndicats de la fédération des industries chimiques qui appelle en janvier, à partir de la mi-janvier, à bloquer l'économie. Voilà, bloquer l'économie, bloquer les profits. Voilà. Donc, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, je crois qu'on est dans ce processus de construction par le bas, en assumant nos responsabilités, en mettant l'accent sur le rôle et la place qui doit être celle des travailleurs dans la réappropriation de leur outil de combat qu'est le syndicat. C'est ce travail-là qui est en train de se faire actuellement en intervenant sur, comme je l'ai dit, les deux sujets, en gagnant des forces, la confiance et l'espoir aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de confiance. Ce qui est en jeu actuellement, si nous ne faisions rien, c'est le devenir du mouvement syndical de classe dans ce pays. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Donc, il ne s'agit pas, je dirais, de se battre sur la défensive face à des orientations que nous ne partageons pas. Il s'agit de prendre l'offensive, de prendre l'initiative à partir d'une élaboration qui soit de celle de ceux qui sont, oui, des partisans, des artisans de la lutte de classe en France. Voilà. Et effectivement, là, tu viens à travers les mots que tu as utilisés, qui sont des mots à la fois très, très forts et justement offensifs, hein, initiative, offensive, lutte des classes, etc. Et tu as utilisé une autre expression qui est celle, à juste titre, de marcher sur ses deux jambes. C'est la nécessité de proposer en effet une perspective intéressante parce que tu évoquais justement le fait qu'à la fois des gilets jaunes, des syndicalistes de combat, des travailleurs, mais aussi des communistes, bien entendu, qui cherchent à s'associer tous ensemble en même temps pour mener la contre-offensive et l'offensive tout court d'ailleurs, et proposer une perspective. Alors, syndicale, on la voit, et puis politiquement, on pourrait se poser une question par rapport à ce que tu as dit, puisque tu incriminais, et à raison, bien sûr, l'actuel gouvernement, mais tous ceux d'avant, tous les eurogouvernements d'avant, auxquels peuvent s'ajouter, tu l'as dit, les institutions européennes, l'Union européenne, l'euro, et puis tout ce qui incarne le capitalisme, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, enfin bon, toutes ces institutions de la pseudo-mondialisation heureuse. Et ce que tu citais justement, Lénine lui-même disait que de toute façon, en régime capitaliste, cette idée des États-Unis d'Europe, les États-Unis d'Europe sont ou bien impossibles ou bien réactionnaires. Et d'ailleurs, Jean Jaurès lui-même disait que ça ne pouvait être qu'une simple alliance réactionnaire. Est-ce que finalement, et ce sera l'objet de la dernière question, parce qu'on est aussi dans la perspective de la reconstruction du Parti communiste, est-ce que ça ne passe pas aussi par une rupture totale et définitive, outre le capitalisme évidemment, avec l'Union européenne, l'euro et tous ces bras armés comme l'OTAN notamment, comme le dit le PRCF? Ça, pour moi, c'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. C'est-à-dire que tant qu'on garde... Bon, je serais tenté de dire, on revient à la fameuse image de la barricade à deux côtés. Hein. Bon, donc, où on est d'un côté, où on est de l'autre, mais on ne peut pas être des deux côtés à la fois. Hein. Bien. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix, et des choix radicaux. Mais les choix radicaux, ils tiennent compte des défis auxquels on est confronté. C'est-à-dire, nous avons face à nous des enjeux formidables, et nous avons aussi face à nous des perspectives d'aggravation très sensibles de la crise. Il faut voir quand même que dans les 2 ou 3 derniers mois, le nombre de fermetures d'entreprises est de près de 1000 a doublé, voire même triplé. Et donc, nous sommes confrontés à un appauvrissement de masse de notre société. Le chômage, évidemment,
en recul comme l'on sait, enfin, en aggravation, pas en recul, en aggravation comme l'on sait. Donc, il y a ça, mais il y a aussi l'instabilité générale, l'instabilité y compris sur le plan international, avec les menaces sur la paix. On sait très bien, par exemple, que les changements qui viennent d'intervenir aux États-Unis ne vont évidemment pas modifier les prétentions hégémoniques des États-Unis sur le plan international et dans sa confrontation, y compris dans la recherche d'une confrontation, en particulier avec des pays comme la Russie ou comme la Chine. Ça veut dire que par rapport à tous ces défis, on a besoin de se hisser, de se hisser à la hauteur des enjeux. Et dans les choix politiques que l'on fait, dans les propositions que l'on affirme, on a besoin de se mettre à la hauteur. On a un problème de dimension qui tient compte de l'accélération de la crise, des enjeux de classe. On est dans une guerre de classe, il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Bien. Donc ces défis, pour les assumer, on ne peut pas le faire autrement qu'à travers un combat résolu. Bon, ce combat résolu, il faut qu'il s'organise. Alors, il existe, il y a des luttes, mais elles ne sont pas en dimension et en objectif suffisants pour s'attaquer à la détermination du capital que nous avons en face de nous et qui n'entend pas, on le voit dans le domaine des libertés, qui n'entend pas évidemment passer la main comme ça et qu'il ne la passera pas. Bon. Donc nous avons besoin d'une force organisée et sur le plan syndical et sur le plan politique capable de mener ce combat. Et cela ne peut pas se faire, je crois, sans le rassemblement et l'unité. C'est-à-dire que, prenons le cas des communistes, par exemple, en France, on a l'habitude de dire qu'il y a beaucoup plus de communistes sans carte au parti que de membres du parti. Bon, c'est une évidence. Tout le monde bien des gens se considèrent comme communistes sans être membres de ce parti. Ils ne le sont pas ou ils ne le sont plus pour des raisons extrêmement variées. Moi, j'ai été 40 ans membre du parti communiste, je ne le suis plus, et je ne le suis plus parce que ce parti n'est plus un parti révolutionnaire, n'est plus un parti anticapitaliste et n'est plus, y compris dans ses fondements et ses principes théoriques, un parti communiste, puisqu'il a renoncé au socialisme, il a renoncé au marxisme, au léninisme, etc. Bien. Et à ce qui structurait les principes sur lesquels s'est construit et s'est développé le Parti communiste en France après 1920. Donc, on a besoin non seulement de réfléchir, mais d'agir collectivement avec tous ceux qui se considèrent communistes. Moi, je me considère communiste. Bien. Et d'organiser, de créer les conditions à travers le dialogue, le débat et surtout à travers l'action qu'il faut multiplier, de créer les conditions de l'émergence d'une force communiste dans notre pays. Et je crois que dans ce combat-là, il est clair qu'il ne peut pas se faire sur n'importe quelle base et sans principe. Je crois que les syndicalistes, les militants dans les entreprises ont un rôle tout à fait capital et décisif à jouer. Sans doute parce que l'entreprise reste fondamentalement le lieu d'affrontement entre le capital et le travail, le lieu privilégié, j'allais dire même, de la lutte des classes. Donc, on a besoin de se réapproprier toute cette démarche pour la construction de la force communiste dont on a besoin. Moi, je pense que c'est un objectif parfaitement crédible et à notre portée. Il suppose évidemment des initiatives politiques comme celles que le PRCF
prend, souvent en offrant un espace d'expression, comme c'est le cas aujourd'hui, à des camarades avec lesquels il partage une certaine communauté de valeurs, de principes. Bon, je pense que ça, c'est très bien. Je pense qu'il faut le faire vis-à-vis de tous ceux qui sont disponibles pour ça. Et je pense qu'il ne manque pas. J'ai noté dans la dernière période qu'il y a des initiatives, des actions communes qui cherchent à se mettre en place ou qui s'organisent. Je pense que ce sont des choses positives qu'il faut encourager. Voilà. Je crois que la pire des choses serait de rester isolés les uns des autres. Nous avons un patrimoine dans notre pays, un patrimoine de valeurs auquel le Parti communiste, la force communiste depuis 1920 a contribué. Et je crois que on n'en est pas toujours suffisamment conscient, mais elle n'en existe pas moins. Mesurons ce que serait notre pays, mesurons ce qu'il ne serait pas du point de vue de sa singularité sans un parti communiste. Voilà. Et je crois que tous les grands événements politiques et sociaux toutes les avancées, y compris du point de vue de la souveraineté nationale, du point de vue du combat contre l'intégration européenne, par exemple, tous ces combats-là ne peuvent pas se faire sans une force politique qui soit capable de mettre le niveau d'exigence de ses engagements au niveau des enjeux. Eh bien, je crois que c'est une conclusion qui est voilà, à la fois optimiste, nécessaire, comme tu l'as dit, à la fois l'unité, le rassemblement. Ah, mais oui, bah, c'est toujours le même problème, c'est le vieil adage, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Absolument, comme disait Gramsci. Ouais. Exactement. Oui. Et finalement, comme tu l'as dit, il y a à la fois l'unité et le rassemblement avec cette clarté, cette cohérence indispensable pour que nous puissions tirer tous ensemble en même temps et dans le même sens, justement, contre les ennemis de classe qui, eux, savent parfaitement s'unir pour défendre leurs intérêts, hein, très clairement. Lénine et Gramsci disaient qu'avant, pendant et après la Révolution, on a besoin d'expérimentation. Le mouvement ouvrier a besoin d'expérimenter. Ben, c'est ça qu'il s'agit, je crois. On a besoin de beaucoup expérimenter. Et je crois que si on fait ça, on va beaucoup apprendre. Hein. Et si on apprend, eh bien, on est toujours plus capable d'orienter le combat de manière utile et efficace. Et je crois que c'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. On est dans une époque qui est une époque de transformation, de changements radicaux. On change d'époque. Ouais. On change d'époque. Et donc, il faut bien faire apprécier ça et mesurer ce que doit être le niveau de l'engagement. Mais je crois que nous avons les forces. Je crois que même si elles sont des fois dispersées, même s'il y a beaucoup d'insatisfaction, d'aigreur même parfois, mais il n'en demeure pas moins que les forces existent. Et toute la question, c'est d'être capable de les mettre en mouvement. Voilà. Et d'être à la hauteur de ce que tu disais, parce que nous vivons certainement un tournant de l'histoire, ce que déjà voyaient en leur temps Marx, Engels et Lénine. Tout à fait. Ouais. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, un très grand merci pour avoir accepté C'était un plaisir. Et c'était riche de qualité et ça nourrira incontestablement la réflexion, je l'espère, pour toutes celles et tous ceux qui, justement, attendent une rupture avec cet ordre capitaliste euro-atlantique qui oppresse tous les citoyens et les travailleurs. Si ça peut y contribuer, j'en suis déjà satisfait. Je n'en doute pas. Nous n'en doutons pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Prends soin de toi, de tes proches. Très bonne fête de fin d'année. Et merci. On n'a pas l'occasion, oui. Très bonne année
très bonne année à toi, à ta famille, à nous tous. Et puis, bien sûr, très bonne santé. Nous en avons tous besoin. De la santé déjà pour nous et puis pour tous les combats qui nous attendent parce que 2021 sera aussi une année, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, de décisions rudes et impopulaires. Donc préparons-nous. Absolument. Très bien. Allez, Merci, Nati. À à très bientôt. bientôt et chers auditeurs, nous espérons que vous avez apprécié cet entretien et à très bientôt pour de nouvelles aventures en entretien. Au revoir. Au revoir, Nati.